Okay. So, yesterday was a wonderful day, and I have absolutely no pretense to try to summarize the day. It was rich, and many topics uh, were discussed. And I just want to thank you all for your presence yesterday and your presence today. And I'd like to thank all the speakers that very generously gave what they had, and I'm sure that this day also will be interesting. The only thing I will keep from yesterday is that we have to take responsibility for what is happening. I loved this Spanish production where it ended with, "We are life, we are the change." So each one of us has to feel responsibility and take responsibility for improving human situation. Something else, if we want to achieve sustainability for this world, this is one of the messages I've heard yesterday many times, we have to start by defending human sustainability. There cannot be human development if we don't make sure that everyone individually gets the chance to develop himself or herself. So today, we were supposed to have Mr. Jean-Pierre Elong Mbassi from the United Cities and Local Governments present, and he would have been the moderator, but his health conditions is not very good. Je lui souhaite bon rétablissement, Shifa. And we have the chance of having Mr. Mohamed Nbou, who is a special advisor in climate, biodiversity, food systems, and he has kindly accepted to take this responsibility without any delay. He was just informed, so I would like you please to applaud Mr. Nbou, and I'll let him take it from there. Please, Monsieur Mohamed Nbou. I'd like to invite, so of course you can choose any language you want, and it's an occasion, an opportunity for me to thank the translators for their wonderful work. So translation headsets are available, and any one of the speakers can speak with the language in which he's comfortable. I'm inviting Mrs. Awatif Hayar, Minister of Solidarity, Social Integration, and Family from Morocco. I'm going to be just mentioning names. I don't know who was confirmed. Mrs. Nusha Bouchareb, President of Connecting Women International, Vice President, MMC. Gladys Wanga, Governor of Homa Bay, non? Ah, alors excusez-moi. Non, c'est pas le... Ah, pardon. D'accord. Madame Emilia Seiz, non plus. Elle est là, Madame Emilia Seiz. Madame Fatna El-Kiel. OK, sorry. Vice President of Refela Afrique du Nord. Madame Yoya Alko Seba, directrice générale pour la coopération et le développement. Madame Raja Shafil, 4C Maroc, directrice de 4C Maroc non plus. Eh bien, la liste n'est pas tout à fait à jour, excusez-moi, mais je vais découvrir en même temps que vous nos intervenants et intervenantes. Merci. Donc, Madame Firdaus. Oui.
Bonjour tout le monde. Juste, je laisse le temps à ce que les gens puissent faire le casque pour la traduction. Je crois que nous sommes actuellement dans une session extrêmement importante. C'est une session extrêmement importante dans la mesure que nous avons un panel de très très haut niveau, un panel qui dispose d'une expérience aussi bien dans l'exécutif que dans la société civile, mais également nous allons avoir un feedback de la part des institutions internationales. Comme vous le savez, nous sommes dans une période charnière de changement climatique. Nous sommes dans une période où la communauté internationale est en train de réviser où est-ce qu'on est actuellement, parce que nous sommes actuellement dans une phase d'évaluation, le stocktake. Et je crois que le stocktake, c'est la première fois depuis 8 ans que la communauté internationale s'arrête et de dire est-ce que ce que nous faisons actuellement va dans le bon sens ou non. Et en même temps, c'est une occasion pour nous de réviser toutes les dispositions que nous sommes en train de faire. Et c'est pour cela la question de la femme, elle est au centre, parce que également, nous devons également savoir où est-ce qu'on est en matière de l'implication de la femme dans la question du climat. Parce que la révision, il ne consiste pas uniquement la trajectoire, mais il consiste également les acteurs. Et c'est pour cela cette session, pour nous, elle est extrêmement importante. Le deuxième constat également qu'il y a lieu de mettre en avant, que nous sommes dans un contexte d'urgence, d'extrême urgence climatique. Et l'urgence climatique appelle à ce que tous les acteurs qui peuvent mener à bien cet objectif doivent être impliqués. Et je crois que depuis le partenariat de Marrakech en 2016, il a formalisé les acteurs non étatiques dans le processus. Et justement, l'action genre est fondamentale. Je vous dis que nous avons un panel de très haut niveau parce que nous allons avoir une vision orographique très importante. Nous avons la chance d'avoir avec nous CGI Le Monde, représenté par Madame Firdaus. Pourquoi Parce que CGI Le Monde, donc, il représente l'ensemble des collectivités locales au niveau de la planète et que justement dispose d'un cadre qui permet, qui gagnerait à être territorialisé pour que la question de la territorialisation de l'action genre soit établie. Nous avons également la chance d'avoir deux grandes dames également du Maroc, Madame Melkihel, qui est présidente de REFELA, des réseaux des femmes élues, et en même temps ancien ministre. Donc ça va nous permettre d'avoir une cartographie de la problématique genre, aussi bien dans l'exécutif que dans les gouvernements locaux. Également Madame Nzha Bouchel, ancien ministre, mais également très active dans la société civile, qui permettra également de nous donner les deux faces de l'action genre, aussi bien comment l'exécutif perçoit cette question genre, mais en même temps du côté de la société civile, et ça nous permettra un petit peu de boucler la question. Il y a Madame Youa Alko-Seba qui est directrice de la coopération, parce que la coopération, elle est fondamentale. Donc c'est pour cela que je vous dis que nous avons quand même un panel qui va nous permettre de cerner la problématique de l'action genre. Sans tarder, je demanderai à Madame Firdaus de prendre la parole parce qu'à Daïgen, il y avait la signature d'un pacte pour l'avenir. Et ce pacte pour l'avenir, il est articulé autour de 3 piliers. Il y a l'humain, la planète et le gouvernement.
Et je pense que ce cadre-là, il constitue un référentiel pour que l'action des collectivités locales puisse se déployer en matière de l'action genre. Madame Firdaus, vous avez la parole. Merci, c'est Mohamed. Merci beaucoup pour cette présentation et je trouve fantastique que tu modères en tant qu'homme un panel de femmes. Donc déjà, on est sur le bon chemin. Merci beaucoup. Je te remercie pour cette opportunité de pouvoir partager avec tout le monde ce que nous faisons depuis CGLU Monde. Effectivement, il y a un pacte pour le futur. Nous l'avons appelé le pacte pour le futur de l'humanité qui a été validé par nos organes institutionnels lors du dernier congrès mondial à Daejeon en Corée en octobre 2022. Mais je voudrais raconter pourquoi le pacte et comment le pacte, parce que c'est là que ça se rejoint à la session que nous avons aujourd'hui. Nous avons eu le Covid, tous, la crise planétaire, une pandémie planétaire, qui a démontré qu'il y avait d'autres pandémies derrière, la pandémie sociale, la pandémie économique, la pandémie des inégalités, qui se sont fait beaucoup plus grands. Des ravins énormes se sont faits dans les inégalités dans le monde entier. Et les femmes ont été très touchées dans ce sens-là. Très, très, très touchées. Ce n'est pas que les hommes n'ont pas été touchés, mais les femmes, en tant que population vulnérable, ont été très touchées. La deuxième chose, c'est que CGLU se définit comme un mouvement municipal féministe. Féministe, non pas dans le sens où on veut démarquer les femmes et séparer les femmes des hommes, mais c'est plutôt dans le sens de dire nous sommes pour l'égalité. Et c'est pour ça que le mouvement de CGLU, le mouvement mondial, se définit comme un mouvement féministe. Et nous avons placé les femmes, spécialement pendant le Covid et après le Covid, comme étant des agents de soins. Et le caring, des care. Et c'est à partir de là que l'idée du pacte est arrivée, dans le sens où il y avait besoin d'un nouveau contrat social qui plaçait les femmes en égalité dans nos sociétés, qui plaçait le soin comme étant en amont de toute action, de tout projet et de toute initiative qui puisse prendre en charge des dynamiques pour générer de l'égalité dans nos sociétés. À partir de là, si on parle du soin, on parle de la femme de manière générale, des hommes aussi. On n'est pas en train de faire une grande séparation, on parle du she for he and he for she, il n'y a aucun problème. Mais le caring, c'est les femmes à l'origine. Et donc c'est de là que vient ce pacte pour l'humanité, comme un nouveau contrat social qui puisse permettre de générer des transversalités entre les hommes, les femmes, sur des questions pour la planète, la résilience de la planète, et pour la gouvernance. Alors bien sûr, quand on parle de la planète et du soin pour la planète, on parle encore des femmes et de la puissance avec laquelle la femme peut intervenir pour soigner une planète pour ses enfants, pour les futures générations. Donc la question des vulnérabilités et des inégalités est au cœur de la question du pacte, du pacte qui a été validé. Et l'implémentation que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui de ce pacte se joue totalement autour de la question du soin et de comment générer des nouveaux modèles de vie, des nouveaux modèles de partage, des nouveaux modèles de développement. On est au Maroc qui est en train d'impulser un nouveau modèle de développement. On est très conscient de ça, on est très heureux. La question aussi, c'est de dire ne refaisons pas les mêmes erreurs qui ont été faites par le passé. Et là, la question du soin, la question de la place de la femme, la question de la vision, de la perspective que peut donner la femme sur beaucoup de thèmes clés, et en particulier le climat aujourd'hui, joue un rôle central. Alors, très souvent, on parle de la femme en disant c'est les populations vulnérables. Oui,
On parle de la femme en disant, hier on avait des sessions sur le rural-urbain, et que la femme porte beaucoup plus dans le rural et donc devient encore plus vulnérable parce que c'est l'homme qui en général dans les sociétés traditionnelles se mobilise plus vers la ville. Très bien, on peut parler de tout ça, mais parlons de la femme dans son potentiel, dans ce qu'elle peut apporter. Et là, on n'est plus dans un langage uniquement, qu'il le faut aussi, hein, il faut faire ce diagnostic. On ne parle pas uniquement de la partie négative, si vous voulez, de ce que la femme subit, mais parlons de ce que la femme peut apporter, de ce que la femme naturellement apporte, de ce qu'elle peut développer, de ce qu'elle peut générer comme vision, comme perspective sur la nature et sur la résilience de la planète, qui aujourd'hui, pour moi, il faudrait pratiquement que toutes les initiatives aient comme focus et comme objectif la résilience de la planète et le climat. Et je pense que tout ce que nous avons fait mal ces dernières décennies par rapport à la planète aurait pu être différent si les femmes prenaient plus, étaient plus empowered, étaient plus en pouvoir. Par une notion naturelle du soin, de l'environnement, du soin qu'elle donne à la famille, à la société, etc. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation d'urgence climatique, comme tu le disais, et les solutions que nous devons générer doivent être des solutions résilientes sur lesquelles on ne revient pas, urgentes et d'action immédiate, avec un impact à court, moyen et long terme. Et elles doivent être structurées autour de la femme, et elles doivent être structurées autour du potentiel de ce que la femme peut apporter. Pour nous, c'est très clair. Les différentes actions que nous faisons aujourd'hui sont structurées sur cet esprit-là, sur cette philosophie-là, et de comment générer non pas une vision exclusive sectorielle, mais une vision vraiment de, comme on dit en anglais, lui pour elle pour lui, mais dans l'égalité. Et c'est cette égalité qui, pour nous, sera la clé de sauvetage de la résilience de la planète. Merci. En tout cas, merci Madame Firdaus de placer le cadre global des collectivités territoriales. Effectivement, vous allez refaire les erreurs du passé, d'autant plus que nous avons une opportunité à la COP28 de changer les donnes, parce que la COP28, comme il y aura un bilan, et ce bilan, il ne doit pas être fait comme ça, c'est un bilan qui va nous permettre de tracer une autre voie pour accélérer le processus. Et je vous remercie de cette présentation et de ce cadre. Maintenant, je pense que on veut savoir exactement qu'est-ce que se fait sur le terrain. Madame Kehl, ancienne ministre, mais également présidente de Refela Maroc, c'est-à-dire du réseau des femmes élues. Et en même temps, il est très actif dans la société civile, donc il a les trois segments, au fait, de la problématique. Donc, on aimerait bien à ce qu'on ait une vision de votre part, Madame la Ministre, pour qu'on puisse dépasser le cadre de plaidoyer à un cadre réellement de mise en œuvre. Merci. Oui. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur Mbou, cher ami, Excellence Madame le Ministre, chers amis, Madame Firdaus, Madame aussi, je suis très heureuse et honorée d'être parmi vous ce matin, surtout quand je vois dans la salle beaucoup d'amis au féminin et au masculin, et c'est des amis particulièrement avec lesquels nous avons œuvré à mettre une petite empreinte au service du citoyen pendant mon passage au ministère et aussi mon passage dans CGUA.
et surtout le réseau des femmes élues locales d'Afrique, le REFELA. Et avant de continuer, je voudrais insister pour remercier les organisateurs d'avoir bien voulu mettre sur un programme très riche, très diversifié, très intéressant, très instructif, un volet genre. Parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on soit féministe ou pas, les femmes représentent la moitié de la société, de par le monde. Elles sont responsables de l'éducation, de la transmission de la culture, des traditions et des habitudes à la deuxième moitié de la société. Donc nous, femmes, nous sommes la société. Donc merci d'avoir prévu cet aspect genre dans ce programme. Et cette MEDCOP, à sa 3e édition, qui parle d'une actualité tant intéressante et fort intéressante, mais surtout une actualité de pointe. Actualité de pointe pendant que le monde vit un impact de la sécheresse, de la détresse hydrique, très importante pour la vie. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer l'impact de la guerre de l'URSS sur l'Ukraine, avec tous les aspects négatifs sur l'environnement, le dégagement des rayons qui impactent tout le monde, et particulièrement les femmes. Donc encore une fois, félicitations pour les organisateurs, et surtout d'avoir choisi un endroit de travail aussi agréable, mais aussi interpellant de la sauvegarde de la nature. Parce que pour venir ici, je me suis perdue dans la forêt. Même sous stress, j'ai beaucoup apprécié. Mais finalement, on traverse la forêt pour rejoindre le bord de la mer, 2 éléments très importants pour l'équilibre de l'environnement et qu'il faudrait que l'humanité s'attelle à sauvegarder. Que la forêt, c'est le poumon de l'univers, c'est la forêt qui dégage l'oxygène, c'est la forêt qui absorbe le gaz carbonique, mais c'est la mer qui souffre quand vous avez des bateaux qui déchargent et des hommes et des femmes et des enfants, des jeunes et moins jeunes, qui jettent des plastiques dans les océans. Et je ne vous en dis pas plus parce que je suis sûre que vous vivez ça et vous mesurez l'importance et l'impact. Alors, dans tous ces changements climatiques et ces effets de serre, ces gaz à effet de serre, le Maroc a fait beaucoup d'efforts, particulièrement en prévoyant une charte pour l'environnement. Ça fait des années qu'on a fait ça. Et on n'a jamais oublié les femmes dans cette charte. Les femmes, qu'on le croit ou pas, nous sommes suffisamment intelligentes, et surtout quand on œuvre avec une intelligence collective. On se complète, et on complète nos amis les hommes. Donc on fédère l'intelligence, et de par là qu'on est forte, et on peut ajouter une plus-value, une valeur ajoutée de taille, une valeur ajoutée qui marque la différence et qui fait la différence. Les collectivités territoriales, et Mme Firdaus a bien parlé de CGULA, pour les gens qui ne connaissent pas l'abréviation, c'est Cités et gouvernements unis locaux du monde. Et en Afrique, nous avons la CGLU Afrique, Cités et gouvernements unis locaux d'Afrique, où nous avons le génie d'avoir créé le réseau des femmes élues d'Afrique. Nous sommes le premier et l'unique continent qui a un réseau de femmes et que nous œuvrons à côté de nos amis hommes au niveau des collectivités territoriales. Certes, nous ne sommes pas très nombreuses, mais nous œuvrons dans l'approche genre à devenir plus nombreuses pour servir l'univers, pour servir la terre, pour servir les hommes et pour servir la pérennité de l'existence. Parce que nous continuons à procréer, et c'est les femmes qui donnent naissance à des vies depuis que la Terre est Terre. Donc nous sommes organisés en ce réseau de femmes qui est au fait une commission genre au niveau de ces JULA. Donc nous veillons à tout ce qui concerne les femmes et aussi les jeunes, mais dans une approche globale qui ne met pas de côté les hommes, parce que nous travaillons avec l'esprit des ODD et l'esprit
de l'agenda 2030. L'agenda 2030 qui dit que no one, no place behind. On ne laisse personne, on ne laisse aucune place derrière. Donc nous œuvrons dans cet esprit-là. Nous sommes très ambitieuses. Certes, nos moyens sont limités, mais avec le leadership, nous intéressons pas mal d'institutions, pas mal de structures, pas mal de fondations, et ce qui fait on est intéressante et surtout intéressée. Donc ce réseau de femmes a été créé ici à Tanger en 2011, grâce au soutien de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et où le Maroc avait réuni 800 femmes, 800 présidentes venues de par l'Afrique, et nous avons créé ce réseau de femmes élues locales d'Afrique. C'est beau de créer un réseau, mais il faut être équitable, surtout quand on est politique. Comment on appelle ça? La démocratie impose. Donc on a créé, avec une intelligence collective, comme j'ai dit, une présidence tournante. Et on a mis 5 régions d'Afrique. L'Afrique du Nord, où j'ai l'honneur d'être la vice-présidente de Madame la présidente actuelle, qui est gambienne, qui n'a pas eu le temps de venir parce qu'elle vient de sortir des élections et elle m'a chargée de la représenter. Et je profite de mon passage pour la féliciter au nom des femmes marocaines et de lui souhaiter beaucoup de courage. Elle est le maire ou la maire avec AI de Banjul, la capitale de Gambie. Donc, il y a 5 régions, je disais, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Est, l'Ouest et le Centre, où chaque région est représentée par une vice-présidente. Donc, nous cherchons l'équité et l'équilibre territorial. Donc, il y a une représentativité de tout le continent. Et à l'intérieur de cette région, nous avons 9 femmes qui siègent dans le conseil d'administration. Donc, ça fait 45. Et nous avons 3 femmes dans le comité exécutif et bien sûr les 5 vice-présidentes et la vice-présidente. Donc il y a une structure très équilibrée qui est une pyramide qui va de bas en haut en allant vers la présidence. Et nous travaillons à l'intérieur de ces GULA conformément à ses principes, conformément à son règlement intérieur, mais nous avons fait notre propre règlement intérieur et surtout notre propre plan d'action. Notre plan d'action, pour être bref, il est basé sur 3 éléments qui sont, bien sûr, l'approche genre, le renforcement des femmes et la présence des femmes dans tous les secteurs, surtout les secteurs qui n'ont pas pu être percés parce que c'était les jardins favoris des hommes, c'est la politique. Et dans le commerce, vous savez, les femmes se sont imposées. Dans la vie associative, les femmes sont en première ligne. Mais en politique, nous restons peu nombreuses. Mais nous avons créé des percées et nous avons des pays modèles tels que le Rwanda. Maintenant, il y a plus que 58% de femmes dans le gouvernement, dans le Parlement, dans les collectivités territoriales. Donc, c'est des modèles à suivre. Et c'est ce que nous appelons le leadership féminin. Donc, ce plan d'action, il a 3 axes principaux. 1, l'autonomisation économique des femmes. Si vous n'êtes pas autonome, ça ne va pas. Vous dépendez toujours de quelqu'un, vous avez les mains liées, vous devez demander, vous devez mendier. Donc, vous n'avez pas cette latitude et cet élan de prendre des initiatives. Et c'est très important d'être autonome. Le deuxième point du plan d'action, et je suis sûre que beaucoup de femmes dans la salle, y compris moi-même, nous avons subi des violences, plusieurs ordres, soit verbales, physiques, tout autre, sans rentrer dans les détails. Donc, le deuxième point dans le plan d'action, c'est 0 tolérance faite aux femmes, 0 tolérance aux violences faites aux femmes et aux filles dans les villes africaines. Donc, on est très ambitieuse. Il faut être ambitieux dans la vie. On a levé la barre très haut
pour arriver au zéro, on va passer par 0,1, 0,3, mais nous avons comme objectif final zéro tolérance. Et je pense que le monde a bougé dans ce sens, et particulièrement le Maroc, sur le plan législatif, sur le plan sensibilisation, sur le plan campagne d'accompagnement, etc. Nous avons pu faire quelques, disons, progrès pour limiter ces violences, parce qu'ils existent à tous les niveaux, au niveau de la famille, au niveau de l'administration, dans les rues, tout ça. Donc le champ est épars. Donc pour aller évaluer comment on a pu réduire ou à quelle distance nous nous retrouvons de zéro tolérance, c'est un peu difficile, mais il faut toujours commencer dans la vie et il faut continuer. Le troisième point, c'est le sentiment maternel. C'est les enfants. Les enfants sont l'avenir. Et nous avons pu constater qu'il y a plus de 3 millions d'enfants en situation de rue en Afrique. Donc notre troisième point dans le plan d'action, c'est zéro enfant en situation de rue dans les villes africaines. Et nous avons la chance, dans ce point de plan d'action, d'avoir été parrainés par Son Altesse Royale, la princesse Lemrim, qui est venue effectivement à Marrakech. Elle était présente parmi nous parce qu'au Maroc, encore une fois, nous avons ce respect vers les enfants, vers les générations, en créant un observatoire des droits de l'enfant. Nous avons signé tous les partenariats et tous les المواتير الدولية, comment on traduit ça? المواتير الدولية كلها موقعين في المغرب. Et nous avons même essayé d'être un peu offensive en politique. Nous avons le Parlement de l'enfant. C'est une première et une exclusivité au Maroc. Nous avons un Parlement pour les enfants qui siège au Parlement officiel à Rabat et qui interpelle et qui pose des questions au gouvernement. Et ça, c'est un training très important et ça inculque la responsabilité politique des jeunes générations qui s'inscrivent dans le futur et qui s'intéressent à la politique. De toute façon, soit vous faites de la politique, soit vous la subissez. Donc il faut être présent, il faut participer, surtout pendant les votes. Les gens ne votent pas et ce n'est pas bon, croyez-moi, parce que vous subissez. Je vais finir. Donc ces trois créneaux, avec zéro enfant en situation de rue dans les villes africaines, et c'est un élan volontariste. Les villes qui sont intéressées, qui ont des enfants, des enfants en situation de rue dans leur ville, ils viennent signer avec le REFELA un pacte, un partenariat, et que nous accompagnons. Et j'ai oublié de vous dire, pour être membre du REFELA, du réseau des femmes élues locales d'Afrique, il faut que les pays aient leur chapitre national. C'est une organisation un peu forcée, parce que sinon, on n'a pas d'interlocuteur organisé. Donc la structuration dans le réseautage est très important, parce que vous avez des interlocuteurs clairs et qui sont identifiés. Donc. Nous sommes arrivés maintenant à 33 chapitres nationaux, parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de pays qui vivent en situation difficile, qui n'organisent pas des élections. L'Égypte ne font pas d'élections, mais nous avons pu quand même faire un réseau, parce qu'ils ont une femme gouverneure, et c'est très important d'avoir une femme gouverneure dans le pays comme l'Égypte. La Libye, vous savez tous la situation, mais ils ont un réseau très actif, et je voudrais saluer Madame la présidente du réseau. En Tunisie, ça ne va pas en ce moment, ils ont dissous les collectivités, donc c'est difficile. Si vous pouvez... En Algérie, c'est encore moins. Je parle de l'Afrique du Nord que je maîtrise bien. Donc c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on essaie de passer de l'égalité de droit. Le droit est écrit sur les papiers, à une égalité de fait. Je m'excuse d'avoir été longue. Je reste à votre disposition pour toute question. Merci de votre aimable écoute. Donc, merci Madame la Ministre, au fait.
pour la démonstration de la territorialisation de l'action genre au niveau terrain. Sans tarder, je vais donner la parole à Yoya Alko. Et c'est juste pour comment la coopération, au fait, peut être un levier d'accélération de l'intégration de la femme dans les différentes actions climatiques. À vous la parole, madame. Venez. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier aux organisateurs au Conseil régional de Tanger-Tétouan. Depuis longtemps, on a travaillé avec eux, nos amis, nos collègues. Alors, je vais remercier eux pour cet événement et la Maison du Climat aussi. Alors, pour cette excellente organisation, pour les niveaux très hauts qu'il y a ici de débat et d'apprendre, de partager, d'échanger des idées. Et je vous encourage de continuer l'année prochaine et les suivantes. Je voudrais... C'était tellement bien que mes collègues précédents ont déjà noté certains points, comme par exemple comme la Covid a impacté sur évidencier, mettre en évidence comment l'agenda des inégalités des femmes, des filles, des gendres, au niveau des gendres, s'était tensionné bien pour toute la Méditerranée. On a constaté que la Covid a mis en place, a mis sur la table ce débat de comment avancer pour la question de l'égalité. Et aussi, je remercie la collègue qui a exprimé, qui a détaillé de la société civile comment on peut travailler ce sujet. Nous, comme gouvernement régional, comme Catalogne, je vais mettre les points sur comment, avec volonté politique, on peut continuer à avancer, on peut impacter et pas seulement avoir un discours, mais aussi mettre des actions, des activités détaillées, concrètes, pour avancer et pour travailler, pour discuter et pour aller un peu plus loin. Alors, je vais vous détailler deux niveaux que je crois qui sont tellement significatifs, relevants et qu'on doit garder en tête, qu'on doit faire attention. C'est un niveau plus stratégique et l'autre niveau plus opérationnel. Le niveau plus stratégique, au niveau stratégique, c'est plutôt ce que nous faisons chez nous, dans la Catalogne, comme gouvernement, de travailler tous ces documents, tous ces produits, tous ces documents qui nous donnent les schémas, les directrices, les guidelines de ce qu'on doit faire pendant certains ans. Et certains ans liés à la coopération. Ça, c'est le domaine que je m'occupe. Alors, à la Catalogne, depuis chaque 4 ans, on doit approuver ce qu'on dit les master plans de la coopération, les plans directeurs de la coopération. Et ce n'est pas uniquement le gouvernement qui l'approuve. C'est avant tout un exercice d'arriver à un consensus avec la société civile, pas seulement catalan, mais aussi avec notre partenaire dans les pays qui sont partenaires et priorisés de la coopération catalane. Le Maroc, la Tunisie sont des pays longtemps, mais historiquement partenaires et qui sont priorisés pour nous. Alors, c'est ouvrir tout un débat, tout un espace de consensus pour partager, pour débattre quelles sont les priorités et quelles seront les priorités de la coopération catalane pendant les suivants 4 ans. Et là, on peut trouver des syndicats, des universités, des ONG, des départements, ministères régionaux de la Catalogne, des autres structures au niveau territorial, municipalité, supra-municipal, etc. Alors, c'est tout un exercice d'arriver à un consensus. Ce n'est pas facile, mais s'il y a la volonté, on peut le faire. Et chacun, on a pendant presque 10-12 mois dans ce débat.
pour arriver à un consensus que finalement, ce document, le plan directeur, à 4 ans, arrive au gouvernement qui l'approuve. Mais, pas seulement s'arrête ici, arrive finalement au Parlement catalan avec toutes les priorités sectorielles, géographiques, avec tout ça qu'on veut arriver à la fin de ce mandat de 4 ans. Et alors finalement, dans l'enjeu politique au Parlement, les différents groupements politiques devant aussi, et finalement c'est approuvé. Alors ça c'est le premier document qui nous guide et qui nous donne les lignes bases pour travailler pendant ces 4 ans dans ce domaine. Depuis 8 ans, la coopération catalane s'est dotée et a mis sur la table que la coopération publique catalane est basée sur l'approche genre, basée sur les droits humains. On a travaillé depuis 8 ans avec la société civile, pour les encadrer. Et quand je parle de société civile, ce n'est pas seulement la société civile catalane, c'est nos partenaires, la société civile aussi, marocaine, colombienne, tunisienne, libanais. Alors, toute cette société civile en partenariat avec nos sociétés civiles. Okay? C'est tout à fait un travail de collaboration, d'ensemble, de mate, de peers, peer-to-peer. Alors, finalement, pendant ce nouveau plan directeur 23-26, que c'est maintenant au niveau du débat au Parlement de la Catalogne, après le consensus avec toutes les institutions consultatives, l'approbation du gouvernement, et maintenant c'est déjà dans l'étape finale que, si je ne me trompe pas, et je vais croiser mes doigts, le 6 juillet va être approuvé pour le Parlement de la Catalogne, on a décidé à nous appuyer, promouvoir et faire un pas encore plus loin. Depuis 8 ans que nous avons mis dans les points, c'est les piliers de la coopération catalane, l'approche genre, on a dit que maintenant c'est le moment d'avancer et commencer à parler d'une coopération, une politique publique de coopération féministe. Et ça veut dire une autre chose, parce que c'est très facile de dire non, je fais de la coopération féministe, mais ça veut dire quoi? Parce que moi, avec la conseillère, la ministre régionale de l'action extérieure de l'Union européenne, on avait discuté à propos de ça. Ça veut dire quoi, une coopération publique féministe? Parce que ça qu'on peut penser à l'Allemagne, ou à la Suède, ou à Norvège, ou en Italie, ou en Espagne, ou à la Catalogne, peut-être il y a des éléments différents. Alors nous avons un modèle que nous sommes en train de discuter, quels sont les éléments qui nourrissent cette politique publique, déjà consensuée pour la société civile, l'université, etc. Alors, ce document nous donne finalement l'opportunité d'avancer, d'aller plus loin. Et rappelez-vous que nous sommes dans ce niveau stratégique, de nous doter, d'avoir ce document qui va nous guider. Mais nous avons la guide pour faire cette politique publique qui nous interpelle à tous et à toutes. Le deuxième pas, c'est définir ces éléments. Et ces éléments, dans le plan directeur, a été abordé, facé, que ça c'est la nouveauté et un peu un élément d'innovation. Quand on parle de coopération féministe, on parle de transformation sociale, on parle de causes systématiques et structurelles. Et ça, c'est quelque chose qui fait un peu de peur d'aborder, mais il faut le faire, de facer, analyser les causes structurelles du système patriarcal et de changer ces éléments qui font qu'on n'avance pas et qu'on s'arrête plutôt sur l'approche genre. Et pas analyser, pas facer les éléments structurels de ce système. OK. Dans la Catalogne, nous avons déjà cette guide, nous avons déjà ce plan directeur, qu'on a avancé un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Cette analyse structurelle, systématique, on fait des débats, mais aussi on va se douter de ce deuxième niveau que je vous ai dit au début qu'on travaille. Et c'est le niveau opérationnel, doter des activités, des projets, des programmes, pour donner un exemple, pour tester, pour faire un testage de ce que nous avons approuvé au niveau du document. Alors, quelques exemples, très sommairement, pour ne pas être long dans mon discours.
Par exemple, nous avons depuis longtemps les programmes de protection de défenseurs des droits humains. Dans la plupart, sont des femmes, sont personnes défenseurs des droits humains en Colombie, au Congo, dans différents pays, qui font la protection et la défense des droits humains dans leur pays. Que ces personnes sont en danger chaque jour, chaque moment. Ils ont souffert eux-mêmes, elles-mêmes et leurs organisations de la limitation, blocage, intimidation, harcèlement, arrestation, torture, disparition, vous savez. Alors, on a un programme très fort depuis longtemps pour être à côté de ces personnes et les protéger, les faire sortir de son pays, les accueillir en Catalogne pendant un an, entre 6 mois et un an, pour les accueillir, pour faire ça qu'on avait dit avant mon collègue, de les soigner, de mettre au centre les soins. Les soins parce que ce sont des personnes qui souffrent beaucoup et que chaque jour ils souffrent pour sa vie et pour la vie de ses familiers. Ça, c'est un exemple dans lequel nous travaillons. Un autre exemple, travailler avec des agences des Nations Unies. On fait des conventions directes pour programmes détaillés, des programmes concrets avec différentes agences des Nations Unies, notamment le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Aussi, qu'est-ce qu'on fait? On travaille chez nous, en Catalogne. Ce n'est pas seulement de travailler en Colombie, Tunisie, Maroc, avec notre collègue, mais aussi c'est travailler chez nous, avec notre citoyenneté, pour faire diffusion, sensibilisation, pour les raconter ce qui se passe dans des autres pays. Parce que si tu as l'information, tu peux être un citoyen informé et tu peux faire le choix sur l'information qu'on t'a donnée et faire un bon choix. Et finalement, comment on travaille? On travaille et on fait une approche tout à fait très forte de travailler avec la promotion des alliances. On ne va pas très loin toute seule. On doit travailler ensemble. On doit travailler en collaboration. Et pas seulement les gouvernements avec les gouvernements, mais faire des multi-stakeholders, des acteurs, des alliances multi-acteurs. Nous sommes habitués à travailler avec des projets de l'Union européenne, financés par l'Union européenne, mais comme gouvernement, on travaille en consortium avec société civile, université, tous ensemble, parce que chacun a une partie de connaissances, d'informations, de savoir-faire. Tous ensemble, on va aller plus loin. Alors, la promotion des alliances ODD 17, d'une approche collaboratrice, d'une approche structurelle, d'analyse structurelle systématique, d'une approche de multilevel governance, de gouvernance multiniveau avec les municipalités, les acteurs locaux, le gouvernement national, etc. Et nous, la coopération décentralisée, on fait cette promotion. C'est la ligne qu'on suit au niveau de la coopération catalane. Alors, je vous remercie beaucoup pour ces espaces de débat qui sont vraiment très enrichissants. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Yoya, pour ce leadership extrêmement intéressant de Catalane. C'est-à-dire, on n'est pas dans la logique des chiffres, on est beaucoup plus dans la logique d'intégration, dans les politiques, dans les stratégies et dans le cadre opérationnel. Et je crois que c'est extrêmement important l'exemple que vous avez donné parce que la coopération, effectivement, est un moyen d'accélérer le processus. Maintenant, je vais donner la parole à la ministre, l'ancienne ministre, au fait, et en même temps vice-présidente de la Maison méditerranéenne de climat. Je crois qu'il faut absolument nous donner des actions concrètes, Madame la ministre, parce que vous avez travaillé déjà dans le cadre du climat et surtout à la COP 22. Et nous sommes à l'approche de la COP 28.
et on voulait changer les choses parce qu'on a trop parlé. Je crois que votre position, vous étiez ministre, vous travaillez également dans la société civile avec le Connecting Group. Donc, pour moi, vous avez plus ou moins une idée globale sur quoi on pourrait s'appuyer pour qu'on puisse avancer dans cette question qui est restée toujours dans le domaine de plaidoyer. Merci. Bonjour tout le monde. Tienbou, secrétaire général de la Maison Climat de la Méditerranée, Madame la ministre, et chers amis, Madame la représentante de la région de Catalogne, Monsieur le représentant de Séjulimente, honorable assistance, chers partenaires, tout d'abord, permettez-moi de prendre la parole au nom de la Maison Climat et de vous saluer ce matin et de vous dire, bien sûr, on est très honorés de vous accueillir lors de la MEDCOP, troisième version de la MEDCOP, et saluer votre appui et soutien pour faire de cette MEDCOP une réussite. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires ayant participé à l'organisation de ce hub en rapport avec le genre, plus précisément femmes et climat, d'avoir fait une très grande mobilisation pour mobiliser de façon très inclusive tous les partenaires politiques, secteur privé, ONG et société civile, pour avoir des panels équilibrés et pour qu'on soit dans des approches de discussion et de débat basées sur cross-cutting approach. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin, comme ça a été dit par l'ensemble des intervenants, on a besoin d'impliquer tout le monde et on a besoin d'être inclusif dans nos débats et dans la définition de nos actions. Effectivement, je crois que le diagnostic relatif aux chiffres, comme ça a été dit par Tienbou, et où est-ce qu'on est aujourd'hui, après toute la dynamique qui a été créée depuis Lima pour intégrer le genre dans les politiques climatiques ou dans l'agenda climatique, avec une petite touche, bien sûr, d'optimisme, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Je pense que depuis Lima, avec la mouvance, la dynamique qui a été portée aussi bien par les femmes que par les hommes, nous a permis d'avancer sur un certain nombre de points et de voir des choses intéressantes se concrétiser par rapport à la femme. Qu'est-ce qu'il en est depuis Lima? J'aurai pas malheureusement le temps de détailler qu'est-ce qui a été fait depuis par l'ensemble des acteurs. Mais je pense que le panel de cet après-midi, il y aura des intervenantes qui vont pouvoir vous expliquer le processus et l'historique. Mais je vais me permettre peut-être de répondre où est-ce qu'on est aujourd'hui, pas à travers des chiffres, mais à travers un vécu. Aujourd'hui, on sent que, d'après le diagnostic qui est fait chaque COP, et sur lequel certainement la société civile plaide pour qu'il y ait plus d'action, pour qu'on puisse atteindre l'égalité du genre, parce que c'est ça l'objectif. À chaque fois, on sent qu'il y a un pas en avant et deux pas en arrière. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à consolider nos efforts et à optimiser surtout nos efforts et de passer du statut du plaidoyer
vers un statut d'implication dans la définition des actions concrètes. Et la société civile, je pense qu'elle a un rôle central à jouer dans cette nouvelle façon de faire. Je crois aussi que la question qui se pose aujourd'hui par rapport à l'intégration de l'approche genre nécessite qu'on ait des référentiels ou des mécanismes clairs où il n'y a pas de flou. Et ces mécanismes, bien sûr, démarrant à partir d'une réglementation qui va nous permettre d'avoir un cadre réglementaire clair qui nous impose d'intégrer dans toutes les stratégies et politiques publiques cette question relative à l'égalité du genre. L'égalité du genre est un droit. Et j'aimerais bien que quand il y a des conférences comme ça, où on partage un peu notre vécu, bien entendu, autant que maman, autant que femme politique, autant que femme militante, autant que femme chercheuse, autant que femme militante dans la société civile, qu'on puisse dire qu'on ne doit pas se féliciter parce qu'il y a des hommes qui sont présents. Je pense que c'est normal, tout à fait normal, qu'il y ait des hommes et des femmes qui portent une cause et qui portent aussi un droit des plus légitimes, c'est d'avoir les femmes et les hommes avancer pour développer les pays, leur pays, et aussi pour inculquer aux générations futures cette question relative à l'égalité relative du genre. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que moi et Sinbou, nous avons donné l'exemple, peut-être, il y a que Sinbou, en organisant ce hub et aussi en coordonnant les 2 sessions relatives à ce hub concernant femmes et genre. Mais croyez-moi, je ne me suis pas trop impliquée dans cette session et j'ai laissé faire Sinbou. Et je te félicite, Sinbou, parce que vous avez assuré. L'idée aujourd'hui, c'est de dire que la question relative au genre n'a ni couleur ni odeur. C'est un droit et c'est notre cause commune. Il faut aller dans le sens de la porter ensemble de la même façon. Maintenant, effectivement, il y a plusieurs échelles d'intervention. La première échelle d'intervention, c'est au niveau de l'exécutif. Aujourd'hui, je pense que Madame l'avait dit, si on n'a pas un document politique ou une politique publique, sectorielle, n'importe quelle politique publique sectorielle qui n'intègre pas la composante genre dans ses piliers et encore avec des indicateurs clairs, sexo spécifiques qui nous montrent à quel point on a avancé dans l'atteinte de ces objectifs en termes d'intégration du genre, croyez-moi, on n'ira pas plus loin. Donc, politiquement parlant, il faut que les décideurs politiques soient sensibilisés à ce que si on n'a pas des femmes impliquées dans la prise de décision, le résultat ou le output de ces stratégies ne sera pas équilibré. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, sur le plan réglementaire, l'exécutif aussi doit mettre en place des textes de loi et un règlement qui instaure de façon réglementaire l'intégration de l'égalité au niveau de chaque politique publique. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'aujourd'hui, on a un référentiel par rapport à l'agenda climatique et c'est des engagements de l'État qui étaient traduits en indices. L'indice, c'est toute la stratégie des gouvernements qui montrent comment ils vont mettre en place leurs engagements pour qu'ils puissent s'impliquer dans la mise en place ou la mise en œuvre ou l'accélération de la mise en œuvre des objectifs relatifs à l'accord de Paris. Donc au niveau de cet indice, bien sûr le Maroc, alhamdoulilah, on était parmi les premiers pays à déposer notre premier indice avec des engagements très importants, avec aussi des programmes royaux au niveau de cet indice, notamment par rapport à tout ce qui est transition énergétique.
Et on était aussi parmi les premiers à actualiser notre indice et à la déposer avec une révision à la hausse des ambitions. Maintenant, autant que, bien sûr, vice-présidente de la MEDCOP, je pense qu'il est temps à ce que cet indice soit territorialisé. Parce que, in fine, c'est les territoires qui sont les plus impactés et c'est les territoires qui doivent définir les projets et les programmes d'atténuation et d'adaptation. Le politique et l'État central ne fait que poser la politique globale. Mais le bras opérationnel, c'est les territoires. Donc, au niveau de cet indice, s'il est territorialisé à l'échelle locale et aussi à l'échelle, bien sûr, régionale, on aura beaucoup plus de facilité d'intégrer ces indicateurs sexospécifiques et on aura plus de facilité de suivre si l'intégration de l'approche genre et de l'égalité du genre est intégrée dans cette politique territoriale. Ça, c'est le deuxième niveau d'intervention. Le troisième niveau d'intervention, bien sûr, après que la politique y est, après que le plan de développement intègre, bien sûr, le genre dans sa composante et tous ses piliers, on a aussi la mise en œuvre et la définition des programmes qui répondent. Dans cette mise en œuvre, et avant ça, la mise en place des programmes qui répondent, bien sûr, à la territorialisation des indices, on a besoin de voir des femmes dedans. Parce que c'est les femmes sont aussi concernées que les hommes dans la définition des projets et programmes qui vont permettre de développer de façon équilibrée et équitable leur territoire. Et de là vient l'appel de Madame la ministre tout à l'heure. Oh mon Dieu, on a aujourd'hui besoin d'avoir des femmes dans ces postes-là, dans des postes qui seront habilités à définir des projets territoriaux en tant que femmes politiques. Et on a besoin d'avoir aussi des femmes qui sont dans des top management, d'ordre dans l'exécutif ou autre, qui sont capables aussi de prendre en considération cette priorité d'intégrer la composante genre dans la politique publique. Bien entendu, je vais essayer de partager rapidement avec vous mon expérience, mais pas autant que militante et présidente du Connecting Group International, parce que l'après-midi, il y aura Madame la vice-présidente, Madame Tissemsti, qui va vous parler de l'expérience Connecting Group, qui est une initiative qui travaille sur ça et qui pousse les femmes à être au poste de décision, justement pour qu'ils puissent intégrer l'approche genre à tous les niveaux décisionnels. Mais je pourrais partager avec vous mon expérience en tant que ministre. Je pense que, en tant que ministre, bien entendu, je leur disais toujours, moi, en tant que ministre, mon pouvoir, il est entre ces deux doigts. C'est-à-dire qu'en tant que ministre, je pouvais signer et m'engager sur des actions importantes, bien sûr, au profit du citoyen, qui vont développer notre bien entendu, royaume. Mais le pouvoir aussi qu'a une femme ministre, il est là, plus qu'entre ses deux doigts. Et bien sûr, les hommes aussi. Mais je pouvais, en fait, en tant que ministre, passer d'un statut de militante associative qui est en train de plaider à une femme dans l'exécutif. Et en étant dans l'exécutif, en fait, je portais aussi des valeurs. Et ces valeurs, c'est là qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Donc, j'essayais à chaque fois que l'occasion se présente pour mettre en place un programme ou un plan d'action. Et je pense que Madame la ministre était avant moi dans ce ministère et on a essayé de continuer ensemble sur la même stratégie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'occasion se présente pour présenter un texte de loi, un programme, une stratégie, une nouvelle politique par rapport à un secteur, parce qu'en fait, je gérais 4 secteurs, l'aménagement au territoire, l'urbanisme, je me rappelle plus, la politique de la ville et l'habitat. Donc, je disais, peut-être je gérais 80% des problématiques que vit le citoyen marocain. L'habitat, sa ville, l'aménagement de son territoire et l'urbanisme. Donc, et j'avais l'occasion d'atteindre le citoyen à travers
toutes les politiques et stratégies qui sont au niveau de ce ministère. Donc j'imposais au niveau de chaque stratégie et politique et programme que l'approche genre soit intégrée, de un. De deux, j'étais peut-être beaucoup plus dure dans d'autres propositions et je suis allée jusqu'à imposer dans les cahiers des charges des travaux d'aménagement des villes de prendre en considération l'approche genre et de l'intégrer dans les cahiers de charges aux travaux. Donc c'est un règlement qui imposait en fait aux aménageurs de prendre en considération les besoins spécifiques des femmes. Et bien sûr, c'est un département qui est classé ou placé premier département où on a dépassé 50% dans la représentativité des femmes au niveau des postes de décision. Alhamdulillah. Voilà. Et bien sûr, je ne pourrais pas m'approprier tout ce travail. Je crois qu'on était 2 femmes à gérer ce département, Madame Kriel et moi-même. Et bien sûr, il y avait des hommes aussi sensibilisés avant nous, mais on a trouvé le terrain fertile, en fait, pour instaurer ces nouvelles pratiques et ces nouvelles valeurs, parce qu'on parle là des valeurs, et les imposer surtout. Donc, pour ne pas être trop longue dans mes propos, je suis là pour répondre à chacune de vos questions. Mais laissez-moi vous dire un dernier mot. Je pense qu'il est temps de passer du plaidoyer à l'action. Il est temps de considérer la femme comme un acteur incontournable aujourd'hui pour asseoir la résilience. Et quand on parle de la résilience, ce n'est pas la résilience de la femme, c'est la résilience de l'homme, de l'enfant et in fine de la collectivité. Donc soyons vigilants et protégeons la femme. Et je ne vais pas vous dire, donnez-lui ses droits les plus légitimes, c'est d'être bien sûr partie prenante à partie égale dans la prise de décision pour développer notre pays. Mais je voudrais vous dire, faisons les choses correctement et avançons sur nos 2 pieds, hommes et femmes, main dans la main. Merci. Merci beaucoup. Donc, après avoir écouté les 4 dimensions de l'approche genre, à savoir CGU Le Monde, ce sont les collectivités territoriales au niveau planétaire. Nous avons écouté également les 2 ministres qui nous ont présenté la question de l'approche genre, ses difficultés en même temps ses avancées. Et nous avons également écouté le Catalan qui est leadership, qui ont passé à une étape très avancée dans l'action genre. Donc, je donnerai à la salle, peut-être on prendra 3 questions pour nos panélistes. Aussi, je voudrais également mettre en valeur, parce que j'ai la chance également d'avoir des femmes de qualité qui sont avec moi. Mais c'est vrai, ce sont des femmes qui ont milité dans l'action genre. C'est des femmes qui ont pris des responsabilités également. Et c'est pour cela que ce panel a été plus opérationnel que la question de raconter une histoire. Et merci beaucoup pour les panélistes, s'il vous plaît. On peut les remercier. Donc, s'il y a des questions pour les panélistes. Hein? Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Je m'appelle Anne Barr, trésorière de Climate Change, qui est partenaire de la MEDCOP et également représentante de la Women and Gender Constituency, la coalition d'observateurs à la Convention climatique qui s'engage sur les questions de genre et d'égalité et des droits des femmes. Je remercie toutes les panélistes pour leurs interventions, chacune tout à fait pertinente dans leur domaine et également très diverses. Ma question concerne justement la mise en œuvre du plan d'action genre qui a été adopté à la Convention
climatique, d'abord en 2017 et renouvelé en 2019 à Madrid. Ce plan d'action genre sur 5 ans devait faire l'effet, devait faire la preuve d'une évaluation et d'une évaluation à mi-parcours. Or, à Sharm el-Sheikh, cette évaluation n'a pas produit, je dirais, les impacts que nous attendions, c'est-à-dire être vraiment en capacité de regarder, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, quels sont les indicateurs de progrès, qu'est-ce qui peut être encore amélioré et comment nous pouvons nous assurer que ce plan d'action genre est bien mis en œuvre, notamment à l'échelle nationale, puisque c'est ça son objectif. S'assurer notamment que nous avons la participation des femmes à l'échelle locale, que nous avons un renforcement de la présence de femmes déléguées dans les délégations, que nous avons une véritable formation, un véritable renforcement de compétences à toutes les échelles, dans toutes les institutions publiques, de façon à ce que cette approche féministe puisse également avoir lieu. Ma question est donc simple. Comment vous, en tant que femme politique au plus haut de l'échelle de décision, pouvez-vous vous impliquer pour nous assurer que ce plan d'action genre, dans les 2 dernières années qui lui restent à être mis en œuvre, puisse nous amener les progrès que nous attendons? Je vous remercie. Donc, une autre question comme ça, on pourrait... Robert. Thank you. My question could be drawn to either 2 of the panelists, one from the experiences that are drawn from Spain and, of course, North Africa. But this is in light of the aspect of gender and the urban informality. The question of how then to build the resilience of women within the urban poor localities in our cities. How have you found this to integrate in the discussion that is taking place, given that if we take, for example, in the developing countries, majority of the urban poor, women falls within this category. So the integration of this conversation then becomes key. So how do we then draw some of the linkages that have been presented here to address the plight of urban poor women? Thank you. Thank you very much, Robert. There are some... Lui, il a parlé des espaces urbains pauvres. Comment, au niveau du Catalan, ils ont pris en considération les femmes qui vivent dans des espaces urbains vulnérables. Une autre question? Bonjour, Touria Nabil du département de développement durable. Ma question, premièrement, je remercie les intervenantes, la qualité de leur intervention pour leur rapport d'échange. Et ma question se porte au cadre législatif dont a parlé Madame la ministre, Madame Boucharb. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion qui a été menée dans ce sens ou des études pour investiguer un petit peu le terrain et savoir le besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une loi cadre ou d'une loi simple avec des décrets d'application à l'échelle nationale et aussi qui tient compte du territorial? Donc, ça m'intéresserait de savoir un petit peu le cadre auquel vous avez pensé pour justement accompagner la mise en œuvre des plans climat, des plans genderisés, et les plans des directeurs territoriaux. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc qui c'est qui se porte? Ok. Ok, je prends la parole. Okay. Yeah. Je vais faire tout rapidement
en essayant de répondre les deux premières questions. À propos de la Convention, à propos de comment on fait le suivi, les indicateurs et tout ça que vous avez fait, nous, vous savez que la Catalogne, il y a certaines régions en Espagne qui ont traditionnellement un transfert de compétences et un niveau de compétences au niveau de régulation un niveau de compétences transférées de la part de l'État espagnol assez haut. Alors, une de ces compétences, c'est toute la question liée à égalité et féminisme. Nous avons un ministère régional d'égalité et féminisme pour la première fois depuis 2 ans. Et alors, c'est tout ce département, tout ce ministère régional qui fait le suivi de toutes les conventions liées au genre, questions féministes, etc. Alors, ce sont mes collègues-là qui font ce suivi au niveau de toutes les documentations, toutes les conventions, tout ça que l'Union européenne, l'État espagnol et nous-mêmes comme gouvernement qui a cette compétence transférée, qui a signé, alors interpelle à tous les autres ministères régionaux pour mettre les points sur ça que nous, comme pays, nous avons signé. Okay? Cette réglementation qui vient de l'Union européenne, de l'État espagnol, ou que nous-mêmes nous avons pris comme compromis comme gouvernement. Alors, le suivi, c'est tout à faire. Ce n'est pas seulement le ministre régional des actions extérieures de l'Union européenne, mais c'est plutôt nos collègues au ministère régional d'égalité et féminisme qui interpellent et qui vraiment sont très insistantes et puissantes en faisant son travail. Alors, que régulièrement poussent parce que pour tous les gouvernements prendre les compromis et qui fait le travail, qui fait les devoirs. Okay? Ça, c'est pour répondre très rapidement à votre question. Et le deuxième, in relation to the colleague in South Africa about how we focus on gender, what's about our approach in urban areas. Mainly, what we do is always, as I have already said, to work in collaboration with our partners. For instance, in Mozambique, that is one of our priority countries, we always, from some time, since a long time ago, we work in collaboration with the regional authorities. For instance, in the Inhambane region, we work with the governorate, with the regional authorities there, and we always, what we do, we don't invent anything. What we do is just only facilitate to co-create, co-writing with our colleagues in Mozambique and in Inhambane, for instance, about their needs, about the needs that they identify, about the issues that they have on the table. That's the methodology that historically Catalan cooperation has done. We are a small cooperation regard or compared to those such big corporations, our colleagues, the Germans, the French, or even the Spaniards, or the Spanish cooperation. So what we advocate for is for a work in a very quality way. So to work in partnership, to work in cooperation, to work in a collaborative way in this co-creation project activity program. So how we tackle, how we approach to the urban issue when talking about gender, when talking about women, is to just only listen to our peers, listen to civil society, to local civil society, and listen to the people that are on the field, and work in an equal way. So that's our way, and that's how we tackle and we manage, and that's our approach. But it's not just right now, but historically we have been working like this. Thank you. Thank you. Madame la ministre, vous voulez intervenir concernant le cadre législatif? Alors, pour le cadre législatif qui est l'assise de tout
action, de tout programme ou de tout plan d'action qu'on programme pour l'environnement. Et l'environnement, il est permanent. On dit toujours, nous travaillons dans un bon environnement, une bonne ambiance, mais l'environnement dans son sens large. Dans un sens large. Et vous savez, le cadre législatif n'est jamais figé. Il est progressif. Donc, il faut que les lois s'adaptent au fur et à mesure. Et vous savez que le Maroc, nous ne sommes pas un pays très ancien en matière de législation. Notre Parlement et notre indépendance remontent à 67 ans exactement. Donc, en 67 ans, nous avons pu aménager le cadre législatif général, y compris les libertés publiques, c'est très important. Et à partir de là, nous avons un Parlement, nous avons des élections qui respectent les échéances. Et chaque fois, vous avez une tendance politique qui gère les affaires et les deniers publics du pays. Et selon le contexte, vous avez un cadre législatif ou des priorités, disons, dans la légifération, dans des textes, quels sont les domaines à prioriser. Et c'est des mandats pas très longs, c'est des mandats de 5 ans et qui vous imposent de traiter les priorités et l'urgence. Donc, en ce qui concerne l'environnement, je pense que le Maroc a fait une approche progressive, doucement, mais sûrement, à des pas très, très, très lents, mais sûrs. Nous avons commencé par la charte de l'environnement. Et moi qui viens du milieu hospitalier, croyez-moi, en 1995 déjà, j'étais à la direction des hôpitaux et nous avons essayé de trouver la problématique aux déchets dangereux. Et j'ai travaillé avec nos amis espagnols, la société Dragados, comment on peut traiter ces déchets très nocifs et qu'on continue malheureusement à trouver dans la nature. Nous avons essayé de le faire avec les Japonais, parce qu'ils sont très en avance dans ce domaine-là de la gestion des déchets solides, qui impactent énormément l'environnement, et aussi avec les Belges. Donc nous essayons de travailler un peu dans le benchmarking pour ne pas répéter les erreurs qu'ont fait les autres pays, et c'est très important. Donc nous avons notre objectif, mais nous voyons un peu ce qui se passe dans les autres pays. Et c'est dans ce cadre que le Parlement marocain a des groupes d'amitié. C'est des groupes d'amitié avec les pays, et on voit un peu comment ils traitent tel ou tel dossier. Et la chose de l'environnement, vous savez, vous le savez mieux que moi, vous qui venez du secteur et du domaine, la durabilité, très complexe. Vous avez l'air, vous avez l'eau, vous avez l'assainissement, vous avez les déchets solides, les déchets liquides. Alors, pour gérer tout ça dans un panorama très complexe et légiférer sur plusieurs fronts, ça demande une réflexion très sage, très mûre, et surtout qu'il y ait une cohérence dans ces textes de loi, et surtout la convergence. Convergence dans les politiques publiques, c'est très important. Donc nous avons une façon de légiférer au Maroc. Les projets de loi qui viennent proposés par le gouvernement, qui sont discutés au Conseil de gouvernement, qui sont soumis au Parlement selon la commission concernée. Et en ce qui concerne l'environnement, vous avez la commission de l'intérieur et du secteur public qui penche sur ça, mais ceci n'empêche pas de faire travailler plusieurs commissions sur le même aspect et de faire appel à l'avis du Conseil économique, social et environnemental, qui est très important. Donc nous demandons des avis avant de publier ou bien avant de rendre définitifs nos textes de loi. Et ces textes de loi sont discutés au niveau du Parlement, la première chambre, qui sont révisés à la deuxième chambre. Je finis.
Et donc, nous avons un process avant qu'il ne soit publié dans le bulletin officiel. Donc, c'est un processus très lent, mais pour justement essayer de couvrir tous les aspects de la législation. Je m'excuse d'avoir été long. Enfin, pour finir, je prendrai 4 minutes. Non, je vous donnerai la parole. 1 minute par panéliste pour nous dire exactement en 2 mots. Nous sommes à la veille de la COP28 et la MEDCOP, c'est un trait d'union entre la COP27 et la COP28. Qu'est-ce qu'on veut exactement porter en matière genre à la COP28? En 1 minute, parce qu'on a trop tardé, on me dit de Pablo. En 1 minute, s'il vous plaît. 1 minute. Merci. Donc, merci, M. Mbou. Moi, je suis Pablo Maremi du secrétariat mondial de CGLU. C'est que je suis ravi d'être avec vous, madame. C'était un panel spectaculaire. En fait, ce que je partagerais à la COP28 de la MEDCOP serait peut-être ce sens de perte et dommage, mais que les pertes et dommages sont la chose qui... je change en espagnol, perdón. Cambio de castellano. Que las pérdidas y los daños son lo que nos han demostrado de la COP27, que hay una estructura, una estructura desigual, una estructura que nos ha permitido dividir beneficios y cargas respecto de lo climático de manera desigual y que esto tiene una interseccionalidad con el género. Y que desde una mirada de género podemos entonces realmente estructurar este nuevo file, este nuevo dossier, esta nueva manera de trabajar sobre pérdidas y daños de manera justa, de manera equitativa y de manera horizontal. Entonces, por eso estoy muy agradecido de estar en este panel, estoy muy contento de estar entre ustedes y de haber escuchado las intervenciones que escuchamos y solo pido que llevemos este fuerte mensaje a la COP28 respecto de este cambio de trabajo. Muchas gracias. Ok, Aya, Yuya. Ouais, même pas 1 minute, mais seulement je voudrais remercier et encourager d'avoir des espaces de débat et pour partager des infos, des expériences et pour nourrir entre nous des expériences que nous avons fait au niveau politique, au niveau de la société civile, et à partir de la prochaine COP, on peut avancer un peu plus et on peut aller un peu plus loin. Alors, je vous encourage à continuer votre travail. D'accord. Enza, vous avez 2 minutes. Vous voulez répondre, non? Si vous voulez, sinon. Vas-y. Vous voulez que je réponde? Je réponds. Parce que je croyais les 3 questions qui ont été posées, il y avait des panélistes volontaires pour répondre. Alors, merci Sinbou. En fait, ce qu'on veut porter à la COP28, et c'est une bonne question, c'est, étant donné qu'on est en train de discuter les problématiques du bassin méditerranéen, il faut qu'on aille avec une vision unifiée et unique des acteurs territoriaux autour du bassin méditerranéen concernant cette question relative aux gens. Et pour ce faire, on a besoin de renforcer le réseautage entre tous les acteurs, notamment associatifs, pour qu'on puisse être une force de pression et de proposition, nous permettant d'avancer, comme a dit Anne Barr, dans le programme relatif au genre. Ça, c'est un premier point. Et donc, je pense, le renforcement du réseautage des associations autour du pourtour méditerranéen et d'aller à la COP28 avec une seule voix, la voie d'accélérer la mise en place ou la mise en œuvre ou l'opérationnalisation du plan genre relatif au climat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a d'énormes soucis dans la mobilisation des fonds. Les financements climatiques aujourd'hui ne sont pas accessibles aux femmes. Et donc, si on veut que la femme soit partie prenante dans le développement et qu'elle ne soit pas uniquement taxée de victime, il faut que cette femme puisse ait accès au financement. Et le troisième point, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de la société civile, qu'elle soit au centre des débats, mais on a besoin de renforcer les femmes dans les négociations. Et ces femmes devraient en principe être sensibilisées aux questions relatives au genre et qu'ils doivent porter notre voix
les négociations, ils sont plus, je pense, masculins ou masculines, et on a besoin de les voir se féminiser pour que notre voix puisse arriver là où il faut. Et merci. Madame. Bien, je pense que les bonnes choses finissent bien. Moi, je me contenterai de dire avec conviction, vraiment, Monsieur Mbou, avec conviction, la durabilité est synonyme d'approche genre. L'approche genre, c'est la durabilité des femmes. La durabilité des femmes est synonyme de la durabilité de l'univers. Prenez soin des femmes, c'est comme ça que vous allez prendre soin de l'univers. Merci. En tout cas, vous avez fait un résumé. Je vous remercie infiniment pour les messages que vous voulez porter à la COP28. Je crois que nous avons fait un mapping des différents problèmes de la question genre. J'ajouterai à ce que disait Madame Bouchard, Madame la ministre, c'est que la COP, il est devenu dual. Il y a les négociations, il y a l'action. Moi, je penserais que des initiatives dans le cadre du partenariat de Marrakech doivent être renforcées parce qu'il y avait Madame la ministre qui m'a parlé d'une initiative qu'il y a lieu de lancer. Je crois que la négociation, il est compliqué. Je crois que la question de la femme, c'est une question de la délégation des pays. C'est la volonté d'un pays qui porte le processus de négociation. Mais le partenariat de Marrakech dont vous avez contribué doit axer sur comment opérationnaliser les cadres législatifs et réglementaires qui ont été faits jusqu'à maintenant. Je voudrais que vous applaudissiez les panélistes et je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais vous inviter pour une photo.